Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour assister à cette conférence sur l'hydrogène vert, les enjeux et les freins d'un vecteur énergétique décarboné et territorialisé. C'est une table ronde pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Guéné, PDG et fondateur de Life, Séverine Jouanneau-Silarbi, délégué général de Tenerdis et délégué régional de France Hydrogène, double casquette, et Andrea Bombardi. Votre titre, c'est Carbon Reduction Excellence, Vice President, Executive Vice President of RINA, une société italienne. Dans un premier temps, je vais laisser la responsabilité à chacun des intervenants de présenter leur organisation et de se présenter également brièvement. En termes de langage, ça va être une table ronde un peu hybride. Je m'adresserai en anglais à Monsieur Bombardi qui répondra également en anglais. Donc ceux qui éventuellement auraient besoin d'une traduction, vous avez des casques pour vous équiper. Le reste de la table ronde va se dérouler en français. Je vais faire une courte introduction au sujet avant de laisser les intervenants se présenter. Donc l'hydrogène vert, bon, je pense que ça n'aura échappé à personne. C'est quand même le sujet sur toutes les lèvres depuis quelques mois. Quelques années maintenant, parce qu'on fonde de grands espoirs sur le rôle qu'il va pouvoir jouer dans la décarbonation de nos économies, sachant que l'hydrogène aujourd'hui utilisé est pour 99% d'origine fossile et responsable d'émissions de CO2 relativement importantes à l'échelle mondiale. L'Union européenne et la France affiche des ambitions fortes en la matière, surtout l'Union européenne, qui se concrétise par un budget, une enveloppe de plus de 400 milliards d'euros d'ici à 2030, 9 milliards d'euros pour la France au fil des derniers plans de relance qui ont été annoncés. Et en termes de consommation, j'espère que mes chiffres sont à jour parce que ça a pas mal évolué au fil des dernières années. Le plan européen Repower EU prévoit 20 000 tonnes, millions de tonnes. Oui, 20 millions de tonnes en 2030. On verra que pour partie certainement importée. Ce sujet suscite de vifs débats qu'on va évoquer plus ou moins en profondeur pour la plupart d'entre eux. D'une part, autour de l'hydrogène vert versus l'hydrogène décarboné, qui soit d'origine nucléaire ou d'origine même fossile, assorti de carbone Capture and Storage, donc CCS, je ne sais même plus comment on dit en français, enfin stockage de CO2, captage et stockage de CO2, de ces usages prioritaires, notamment les deux principaux étant l'industrie et la mobilité, et de ce que ça implique en termes de maillage du territoire, de sites de production, de taille de ces sites de production et évidemment de leur localisation, d'infrastructures de stockage et de transport. Évidemment en termes de financement, de disponibilité des quantités d'électricité décarbonée pour produire par électrolyse de l'hydrogène décarboné et éventuellement des enjeux autour de l'eau, puisqu'on commence à entendre certains s'inquiéter sur cet aspect. Alors, je pense que le plus simple, c'est peut-être de faire comme ça. Donc, Mathieu Guéné, parlez-nous de vous et de Life en 3 minutes, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Donc, je suis le PDG fondateur de Life. Life, c'est une entreprise qui produit aujourd'hui de l'hydrogène vert. Donc, on a des sites de production d'hydrogène vert. On en a 7 qui sont en cours de construction. On produit de l'hydrogène à terre et en mer, je pourrais y revenir. Et donc, on est le seul aujourd'hui en France à être en capacité de produire de l'hydrogène et de le livrer chez des clients. Donc, il y a un site qui est en Vendée, qui est toujours le seul site en France qui est en capacité de livrer des clients en hydrogène vert. Donc, on est très bon à sélectionner les électrolyseurs, utiliser l'eau, la dessaler quand c'est de l'eau salée, utiliser l'énergie éolienne pour produire cet hydrogène, le vendre à des clients de façon économique et compétitive. Et on a de nombreux clients, donc on a des flottes de taxis en clients, on a des flottes de camions, on a des flottes de chariots élévateurs, on a des petits industriels, on a Iveco en client par exemple, on a des gens qui fabriquent des tracteurs en client. Juste une demande générale, enfin surtout pour vous deux, si vous pouvez ne pas parler trop vite pour que Andrea puisse comprendre tout ce que vous dites. Ok.
Alors que les Italiens parlent pas vite du tout. Hein. Mais il va parler anglais, donc... Séverine. Oui, donc bonjour à tous. Donc Séverine Choinossi-Larbi. Donc effectivement, j'ai une double casquette de déléguée générale du pôle Tenerdis. Je vais y revenir juste maintenant. Et puis de délégué régional de France Hydrogène en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vais peut-être commencer par la deuxième casquette rapidement. Donc dans le cadre de mes fonctions à ce titre-là, je promeus en tout cas, et j'explique et j'essaye de valoriser les intérêts de la filière hydrogène au sein du territoire national et en particulier Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis dans mes missions de délégué général de Tenerdis, donc là on traite de toutes les filières d'énergie renouvelable, hein, donc de la filière biogaz, la filière d'hydroélectricité, la filière solaire photovoltaïque et l'éolien. Et on associe à cela aussi d'autres filières qui vont permettre à ces énergies renouvelables de les produire, mais aussi de les stocker, donc avec notamment l'hydrogène, avec des batteries, mais aussi de les transporter, avec des réseaux, de les distribuer avec des stations multi-énergie. Et puis travailler sur l'efficacité de ce mix énergétique au sein de bâtiments, au sein de territoires qui peuvent avoir différentes formes. Ça peut être des zones d'activité, des zones rurales, des zones commerciales, des zones de montagne. Et donc, en fonction des typologies de territoire, on va avoir un accès à l'énergie ou un accès à l'énergie ou des opportunités de produire de l'énergie, mais aussi des usages qui peuvent être sensiblement différents. Et donc, on va s'intéresser à l'émergence de projets d'innovation autour de ces filières des énergies renouvelables au sein de ces territoires. Voilà. Et nous, on accompagne les acteurs privés et publics à monter des projets collaboratifs, à aller chercher les bons guichets de financement pour accompagner cette transition énergétique. Merci beaucoup. Andrea. Yes, good afternoon everybody, and sorry not to speak French, so you have to stand me for speaking English. RINA is a company that is present in 70 countries with 5,300 employees. Doing consulting, engineering, inspection, testing, and certification. Okay, our turnover is close to 700 million a year. And we work in different sectors. Energy is the main sector, then marine, infrastructure and mobility, real estate, industry, and certification. This means that we cover the value chain related to energy transition, and my role is just to join the dots of a competence that we have inside the company in order to drive energy transition. So we are not a technology provider, so we are independent. We are considering the energy the mix of the future, including all the leverage that we have in the medium term, in the long term. And hydrogen surely is a part of this landscape, and so we have competence on hydrogen. I can mention that we are cooperating with Life in an hydrogen valley in Italy that is one of the first in Europe for airports, for the logistics of airports. Hydrogen for airplane will come later on, but for the logistics, it's something that we do, and we are coordinating this project. Life is a technology provider of this project. Thank you very much, Andrea. Merci à tous les trois. Nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, Séverine, j'ai une première question pour vous, peut-être avec votre casquette France Hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes lignes des ambitions françaises et européennes en matière d'hydrogène vert, et peut-être aussi nous dire où on en est en termes de taxonomie européenne, puisqu'il y a eu des longs débats sur justement l'hydrogène vert versus l'hydrogène décarboné. Qu'en est-il finalement? Est-ce que ça a été tranché? Dans quel sens? Alors peut-être resituer d'abord, à la fois que ce soit au niveau national ou au niveau européen, vous en avez parlé, l'ambition, elle est avant tout de décarboner. Je pense que c'est ça le plus important. Et donc pour décarboner, en France en tout cas, le pari qui a été fait, c'est de dire il faut décarboner différents usages, donc l'industrie en particulier, puisqu'on a pas mal de choses à faire autour de ça, mais aussi la mobilité, on y reviendra. Et pour faire cela, l'hydrogène est une des solutions, en tout cas, à envisager. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse quantité déjà d'hydrogène qui est utilisée dans l'industrie française
et c'est de l'hydrogène fossile. Peut-être rappeler Donc, quels sont les principaux secteurs d'activité qui l'utilisent. Bon, la dans la raffinerie, scierie, dans la cimenterie, dans la chimie, voilà, c'est un entrant dans les procédés. Donc aujourd'hui, c'est de l'hydrogène 100% fossile quasiment. Et donc l'idée qui est issue du vaporéformage des hydrocarbures. Donc l'idée, c'est déjà de transformer, d'utiliser un hydrogène décarboné. Alors forcément, on va revenir là-dessus sur le sujet, mais l'hydrogène vert, bien sûr, fait partie de l'équation. Donc en faisant ça, on va déjà décarboner une grosse partie de notre économie. En substituant de l'hydrogène décarboné à l'hydrogène gris, en fait. Voilà. Enfin, gris, fossile. Et après l'idée, c'est que l'hydrogène, c'est aussi un outil, enfin un vecteur énergétique, comme je l'ai dit. On peut l'utiliser en tant qu'énergie dans la mobilité, mais on peut aussi l'utiliser en moyen de stockage, dans la flexibilité des réseaux, etc. Donc, par exemple, pour absorber des surplus d'énergie renouvelable à des moments, les effacements, etc. Donc, il y a un sujet plus global autour de l'hydrogène, d'où l'intérêt de ce vecteur-là. Donc, la France a souhaité soutenir cette filière. Et je dirais qu'au niveau européen, c'est la même chose, puisqu'aujourd'hui, l'ambition, c'est de passer à plus de 40% d'ENR à l'échelle européenne d'ici 2030. Et donc, pour faire cela, pareil, le levier hydrogène est évoqué très largement. Pour le stockage. Exactement. Exactement. Donc, ça s'inscrit vraiment dans cette stratégie à la fois européenne et nationale. Et puis, pour répondre à votre deuxième question sur la taxonomie carbone, donc, effectivement, il y a eu beaucoup de débats, puisqu'au départ, c'était vraiment l'idée de soutenir l'hydrogène vert, donc l'hydrogène vert issu des énergies renouvelables. Mais il se trouve qu'effectivement, si on remonte au sujet de la décarbonation, qui est quand même l'enjeu principal, la filière nucléaire a été, en tout cas, a été soutenue par la Commission européenne aujourd'hui pour être réintégrée dans la taxonomie de l'hydrogène vert, donc il serait plutôt un hydrogène décarboné qu'un hydrogène vert. Mais entre nous, on a besoin de toutes les énergies aujourd'hui face aux enjeux qu'on a devant nous. Donc, le nucléaire suffira pas. L'urgence, elle est là. Donc, de toute façon, le développement des ENR n'est pas remis en cause par cela. Ouais. Mais il y a quand même un sujet sur l'électricité du réseau, même en France où elle est décarbonée à je ne sais pas combien de pourcents. Dans les périodes de pic, de pointe de consommation, elle ne l'est pas. Parce qu'on importe de l'hydrogène. C'est pour ça que le développement des ENR reste crucial et que de toute façon, aujourd'hui, tous les scénarios qu'on voit apparaître, notamment les derniers scénarios là, de RTE qui sont sortis également, c'est il faut remettre d'aplomb le nucléaire, mais il faut surtout développer les ENR à vitesse accélérée. Très bien. Andrea, you think that European ambitions are very high and they imply some part of importations. Imports are 50% of what we should be consuming in 10 years from now. What does that mean technically and in terms of financing for Europe? Yes. Let me say first as a preamble that hydrogen is already something that we are using as feedstock, as Severin said. So 8 million tons per year of grey hydrogen, 97%. Okay, so contributing to 2% of the CO2 emission of all Europe. So we have to solve this. So today, hydrogen is like a problem in terms of emission. Okay, tomorrow is an opportunity to reduce emission, also using hydrogen in our sector. But we have to start from what we have, and the target that Europe put are 10 million tons locally produced, 10 million tons imported. Okay, why this target? In 2030. In 2030, yes, per year. Okay, so starting from that every year, and you have to reach this target. We cannot say that we switch from 2029 to 2030, say, okay, from 0 to 10 million tons. We have to go there, okay? To go there, you need time, okay? What we did a sort of business case with a pipeline coming from the Gulf to Greece and then to Central Europe, just a survey. This pipeline can be 2.5 million, so 1/4 of the target, okay?
You're not speaking in euros, you're speaking in tons of hydrogen. In tons of Okay. hydrogen, okay? And we make also a calculation about what are the capex and what could be the levelized cost of delivered hydrogen, okay? And we are speaking about 2.7 euro kilo in 2030, 2.3 euro kilo in 2050. This should be very competitive, considering the fact that in Europe the cost of energy is quite diversified country by country, and for example in Italy, if you have green energy, it's better to use for electrification because we don't have need, we have to fill the gap from one side, and then the cost of energy is main part of OPEX during the production of hydrogen. When we will see later on the water topic. Said that, this means that we have a 7 years project. Okay, we cannot, we have to start from scratch for this kind of project. We evaluate 28 billion in terms of capex of a project. But this is a strategic way for Europe to get hydrogen. So we think that Europe has to found a strategic project for all Europe. We are not thinking about one country. We are thinking how Even to if import Italy is in very strategic position. Yes, between but the Gulf also countries. Greece in a strategic position. So we are already, as Italy, we are already connected with North Africa, for example. But now the need of gas that we have cannot afford to import hydrogen in the existing pipelines. We need to do more projects. There is also the South Corridor that is from North Africa. There are different strategies, but for sure, where you have more sun, more wind, where you have a cost of energy that is less, you can produce and transport hydrogen at a lower cost. And so balance the local production that we have to go in with the importing of hydrogen. Ok, thank you Andrea. Mathieu, pour rebondir sur ce qu'expliquait tout à l'heure Séverine, bien que ça n'entrave pas directement vos activités, vous regrettez un peu les positions françaises qui consistent quand même un peu à favoriser la décarbonation de l'industrie au détriment d'une politique vraiment axée mobilité. Sans parler du cas de Life, vous allez nous expliquer un peu tous les projets que vous développez aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence en fait sur la position de la France par rapport à d'autres pays voisins comme l'Allemagne en termes de compétitivité, de degré d'avancement sur différentes technologies? Il faut savoir que, en fait, quand on regarde les émissions de CO2 qui sont liées à l'utilisation de l'énergie, vous avez 23% d'émissions qui sont liées à l'industrie, donc c'est hyper important de décarboner les cimenteries, de décarboner les aciéries et de décarboner la chimie, notamment l'ammoniac qui permet de produire les engrais, etc. C'est très très important. Et aujourd'hui, ils sont pour certains déjà consommateurs d'hydrogène, donc c'est un quick win, on peut très facilement les décarboner. Il suffit de passer du tuyau d'air liquide à celui de Life. Si quelqu'un qui est dans la salle, on le salue. Non, mais il suffit de passer de l'hydrogène gris à l'hydrogène vert. Air Liquide a aussi des projets d'hydrogène vert en Normandie. Et bleu en tout cas. Et bleu. Et donc, c'est très important de décarboner ça. Mais la mobilité, on ne peut pas dire, et même si Séverine bossait sur les batteries et l'hydrogène, on ne peut pas dire que les batteries vont tout résoudre. Et on ne peut pas avoir un véhicule qui fait 2,5 tonnes ou 3 tonnes et dire que c'est écologique, parce que si on veut augmenter le range, l'autonomie d'un véhicule, il faut augmenter la quantité de batterie. C'est ça que résout l'hydrogène, c'est que sur les véhicules qui roulent beaucoup, notamment les camions, les bus ou les chariots élévateurs, tout ce qui est intensif, on a une très bonne solution avec l'hydrogène. Et là, même si c'est un peu plus cher, même si l'hydrogène est plus cher que le mégawattheure d'électricité, techniquement, ça fait sens parce que ça répond à l'usage de l'utilisateur. C'est une question d'usage, il faut qu'il y en ait un qui achète. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la France axe quasiment exclusivement sa roadmap sur la décarbonation via l'hydrogène sur l'industrie et très, très peu sur la mobilité. Or, nous, chez Life, on est dans 12 pays en Europe. Et notre deuxième plus grande géographie, et là on va faire une majorité de notre chiffre d'affaires d'ici 2026, c'est l'Allemagne.
Et pourquoi Iveco produit son camion là-bas? Pourquoi Mercedes investit? Pourquoi BMW qui a inauguré son... Mercedes et BMW parce que c'est des Allemands. C'est ça. Mais et pas pourquoi Iveco. ils ont investi là-dedans? Parce qu'en fait, vous avez le Creuset fait par le gouvernement avec 2,6 milliards qui vont être investis. Le gouvernement allemand. Oui, le gouvernement allemand, avec 2,6 milliards qui vont être investis d'ici 2028 dans les stations-service. 2,6 milliards. Nous, on a un petit bout de 350 millions sur un plan à 9 milliards pour faire ça. 2,6 milliards. Et donc, effectivement, vous allez avoir les meilleures stations-service. Effectivement, vous allez avoir le réseau, les meilleures technologies, les meilleurs véhicules qui vont d'abord être développés en Allemagne parce qu'on a des œillères sur ce pan d'activité alors que ça représente 2,2 millions d'emplois chez nous. Et que les garagistes, il va bien falloir qu'ils se forment aux technologies d'avenir. Et si on ne les prépare pas maintenant, ben, ils n'auront plus rien à réparer. Et rien qu'au Pays de la Loire, nous on est nantais, 20 000 personnes dans les garages. 20 000, c'est déjà l'équivalent d'un groupe du CAC 40 en termes d'emploi. Donc c'est important de ne pas regarder, désolé par la double négation, ce qui se passe sur la mobilité et de miser un petit peu. En France, avoir une station-service sur toutes les villes de plus de 50 000 habitants et une station-service sur les autoroutes, sur une station-service sur deux, c'est un plan à 400 millions. Le câble qui relie le champ éolien de Saint-Nazaire, il vaut 400 millions. Juste un câble de 23 km, ça vaut 400 millions. Faire ce réseau de stations, ça vaut 400 millions. Donc c'est tout à fait dans nos cordes. Et donc c'est ça, soit on prend le virage maintenant et on prend la vague, soit on laisse les Allemands tout faire. Réagir. Vous voulez réagir? Je voulais réagir par rapport à ça parce qu'effectivement, sur la mobilité, et on est en région Auvergne-Rhône-Alpes, et je pense que pour le coup, la région a fait beaucoup pour développer la mobilité hydrogène depuis déjà de nombreuses années, a été un peu pionnière sur ce sujet-là. C'est pas facile parce que quand on est pionnier, on est un peu tout seul sur le terrain. Mais en tout cas, je suis assez convaincue aussi que les usages de l'hydrogène, et on est qu'au début, et la mobilité fait partie des usages, en particulier mobilité lourde et intensive, comme le disait Mathieu, sont des usages complémentaires de la mobilité électrique, plutôt batterie. Là, on est aussi sur la mobilité électrique, mais hydrogène. Il faudra de tout. On a besoin de ces différentes énergies, et la complémentarité en fonction de l'usage, elle est clé. Elle est clé au niveau de la mobilité, mais elle est clé dans l'ensemble des secteurs. Mais il faudra tout, mais il y a quand même une question d'allocation des ressources. Bien sûr. Notamment financière. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'au niveau de France Hydrogène, là je prends ma casquette France Hydrogène, on bataille beaucoup justement au niveau national aussi pour expliquer que effectivement produire massivement d'hydrogène sur des sites industriels c'est bien, mais à un moment donné, si on veut qu'économiquement tout ce modèle-là fonctionne, il faut mailler le territoire, on va en reparler tout à l'heure, mais il faut aussi développer les usages, et les usages de la mobilité, c'est un des usages intéressants de l'hydrogène qui va permettre d'utiliser cet hydrogène de maniire aussi efficace. Oui, c'est ça, parce qu'il faut amortir les investissements dans la production. Exactement, et puis sur un site industriel, on peut utiliser l'hydrogène pour faire de la chimie ou de la scierie ou autre, mais on peut aussi l'utiliser pour les véhicules qui vont transporter les marchandises, donc les poids lourds, des flottes qui vont être localisées pour les salariés, etc. On peut imaginer des modèles économiques beaucoup plus systémiques qui intègrent la mobilité. Et c'est pas forcément des investissements massifs, parce que comme je le disais tout à l'heure, pour le prix d'un câble, on a un réseau de stations, et c'est pas probable ou c'est pas possible avec l'électrique, alors qu'avec l'hydrogène, étant donné l'autonomie, on arrive à amorcer les choses rapidement. Et regardez ce qu'on fait en Vendée, on a une usine de production qui a été subventionnée à 12%. 12%, donc on l'a financée en fonds propres à 88%. Et on alimente aujourd'hui une station-service Avia qui a 0 subvention et qui a des clients, et le plein coûte 70 € pour 700 km. 12% de subvention chez Life, 0 chez Avia. Il y a des clients. J'avais jamais vu autant de véhicules autour d'une station-service. Il y avait des camions, des bus, des camionnettes, du Stellantis, du Renault, du Avia, du Hyundai, du Toyota. Il y avait plein de clients. Et ça marche. Et donc plutôt de la mobilité lourde. Pas la voiture, pas le véhicule léger de monsieur et madame tout le monde. Sur des flottes captives, voilà. Ça avec peut un être usage intéressant. intensif. Voilà. Des tournées de facteurs, voilà, ça peut être ça, des flottes, ou alors des usages intensifs, comme on le disait, sur des chariots, sur des tameuses, en montagne. On parle aussi de ça des régions, oui, c'est ça, des régions accidentées. Voilà, où on a besoin de beaucoup de puissance et donc un couple puissance-poids qui sont intéressants. Et là, si on est sur des très grosses puissances, les batteries, c'est très 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 lourd. Ouais. Donc à un moment donné, c'est pas rentable. Enfin, voilà, mais il y a un problème. Les collectivités ont du mal à
à pouvoir consentir le prix d'investissement dans les véhicules, enfin, Bien les sûr, bus, parce qu'aujourd'hui etc., en France, sont les très chers. véhicules Mais c'est un peu, tardent à venir sur l'hydrogène. C'est un peu toujours voilà, le même le cercle, problème, hein, c'est l'œuf vicieux, et la on va dire. poule. Voilà, c'est ça. Qu'on a donc, déjà connu pour l'électrique, hein, par les batteries. Exactement. À un moment, il faut un amorçage. Et je dirais que là, pour le coup, la France a fait un pari en disant on va amorcer par la décarbonation de l'industrie et l'hydrogène industriel. L'idée derrière, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est surtout ça. Et l'enjeu, il est très très important pour nous, parce qu'aujourd'hui, la moitié des électrolyseurs sont produits en Chine, la moitié de l'hydrogène vert est produit en Chine, 85% des bus sont en Chine, 95% des bus à hydrogène sont en Chine. Donc c'est même pas l'Allemagne, en fait, le problème, c'est la Chine. C'est dur à amorcer, certes, mais si on ne l'amorce pas, on va refaire les batteries, on va refaire les panneaux solaires, J'allais vous dire, ça sent le déjà vécu, ça. Alors, Andrea, so we just mentioned financing and how France, for example, chose more to decarbonize industry than mobility. But you say apart from financing, there are other very important challenges in terms of technology, training, materials, even maybe water. What do Yes, I think that hydrogen is an emerging economy. Okay, we started some years ago just to decarbonize the green hydrogen. I'm speaking about, and when in France you have another opportunity that is even better. That but you don't have in Italy. I have to skip it. Okay, we don't have in Italy. Okay, but cheaper energy, cheaper hydrogen. So this is the paradigm, and for sure, for example, speaking about fuel cell, that is an application to use hydrogen. We see that considering fuel cells, critical raw materials, we have a delegate head from Europe. Okay, now for energy, the technology of energy transition, the energy is competing with other markets like aerospace, like defense, like digitalization and information. Okay, the platinum consumption is given, 30 times 2030 and 200 times 2050. Okay, because if you want to do fuel cell today, you use platinum. And if we think about the platinum group materials, we have in 2050 1,000 times the consumption of platinum group materials. This means that we need to act, and the technology innovation has to do this. How to maybe find some other materials more common and less dependent from Europe, because we are dependent from some countries. China is one of them for these critical materials. We need to understand how to make a circular economy of these materials in order to reuse it, to recycle them. And we need also to find new way, new technologies just to avoid the massive consumption of these materials. Okay? The same apply to water. Okay? When I was speaking about hydrogen made in some countries where there is scarcity of water, so you consider a water stress, but this happens also in some countries in Europe. We need to think how to use seawater. Okay? And there are some electrolyzer that can use seawater, but with technology readiness level that is quite low, is not going to industrialization. Some of them are without membranes, and so that is the most corroded part of electrolyzers. Or you can have desalinization plant, and again, where the energy is cheaper, desalinization is cheaper. And so you find the way to have cheaper hydrogen. Apart from the technology, we need also to create competence for hydrogen, okay? So training, skilling of people, or reskilling of people. So people that was maybe working in the traditional oil and gas industry, on the traditional energy industry, tomorrow have to operate and maintain
hydrogen plants. To understand which are the criticalities of hydrogen. So we need to create the hydrogen culture, let me say, okay? Also, starting from the school, starting with education for all the young people that has to grow knowing better what is hydrogen, okay? Hydrogen has been considered as a critical gas. It's a critical gas as is methane, okay? No different, but to be managed, okay? You need to do quantity risk analysis, adds or pads it, but you can manage it, okay? In a proper way, okay? There is no energy that is without risk. We produce a lot of hydrogen today, and the risks from grey hydrogen are the same than green hydrogen. For sure. Yeah. In refineries, you have hydrocarbons. So you have an interfere between hydrogen and hydrocarbons, so interference risk, and we do it for almost 100 years. So it's something that we need to demonstrate technically, pragmatically, in a concrete way, not just speaking only. Ok. Mathieu, est-ce que vous partagez l'analyse d'Andrea? Est-ce que vous êtes... did you want to add something? No, ok. Par rapport à l'utilisation de matériaux critiques, par rapport aux enjeux en termes de formation et par rapport à l'eau, vous utilisez de l'eau de mer, je crois, justement. Oui. Est-ce que c'est des enjeux qui vous paraissent de nature à éventuellement freiner certains de vos projets ou pas du tout? Et comment vous y répondez du coup? Alors sur la formation, c'est sur la partie technicien. On a des très bons ingénieurs, mais sur la partie technicien, on manque cruellement de techniciens, mais globalement dans l'industrie. Ensuite, sur la partie fuel cells, donc le moteur à hydrogène, les piles à combustible, il faut savoir que you could have mentioned that, but there's a Deloitte study that says that we have 95% of a fuel cell that can be recycled. So 95% d'une pile à combustible peut être recyclée. Merci pour la traduction. Et ça, c'est sur la base des piles Ballard, des piles qui sont connues. Donc, c'est 95% de recyclage potentiel. Et donc, oui, il faut recycler le platine. Oui, de la même façon qu'on a une techno de batterie lithium aujourd'hui qui va être remplacée par une autre. On parle de lithium fer phosphate, de choses comme ça. Il y aura des évolutions qui vont permettre de pallier à ces manques potentiels de raw material, donc de matériaux critiques. Mais on a quand même une technologie qui, de base, est recyclable à 95%. Et ensuite, sur la partie eau, il y a des zones, on peut parler de l'Italie, mais on peut parler de l'Espagne, on peut parler des États-Unis qui sont sous stress hydrique, où on a la ressource en eau qui est hyper rare. Ce qu'il faut savoir pour illustrer les propos d'Andrea, c'est que nous, sur notre unité de production d'hydrogène en Vendée, ou sur celle qu'on a dans le Morbihan, forcément, c'est des zones qui ont l'air un peu pluvieuses comme ça. Effectivement, elles le sont un petit peu, mais venez en vacances quand même en Vendée, dans le Morbihan, c'est quand même sympa. Il n'y a pas trop de stress sur la ressource en eau. Pour autant, étant donné qu'il y a beaucoup de touristes, l'été, il y a quasiment plus d'eau dans les réseaux d'eau. Donc, on utilise de l'eau de mer sur notre site en Vendée. Et cette eau de mer qu'on dessale, c'est 1% de l'investissement dans l'usine et 1% de la consommation énergétique. Donc, il ne faut pas s'imaginer des choses gigantesques. Ça tient sur 2 tapis comme ça. Donc, ce n'est pas énorme. Donc, il ne faut pas s'imaginer les usines qu'on a au Moyen-Orient. Et en plus, on n'est pas obligé d'optimiser et de dessaler et de redessaler, d'avoir de la saumure très concentrée en sel. On peut avoir, au lieu d'avoir 5 mg de sel, on peut avoir 7 mg de sel et on peut le remettre dans l'eau du port. Ça ne pose pas de souci. C'est un petit peu plus salé. C'est un peu comme la différence de sel entre l'eau de l'Atlantique et l'eau de la Méditerranée. C'est à peu près ça. Donc, ça ne change pas grand-chose. Donc, c'est possible. Et sur une unité comme celle qu'on a en Bretagne, qui va produire 2 tonnes d'hydrogène par jour, c'est 30 mètres cubes d'eau. Nous, en Vendée, on est à côté d'ostréiculteurs. On parle de 30 mètres cubes d'eau par jour. Les ostréiculteurs, pour une ferme, c'est en millions de mètres cubes par an. Et le fait qu'on puisse toujours trouver pire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Hein. Tout à fait. Mais c'est juste pour relativiser. Grosso modo, un tuyau d'arrosage ou un robinet de cuisine, ça suffit à alimenter une usine comme ça. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'on va aspirer toute l'eau des océans, des rivières et des lacs. C'est une toute petite pression. Et surtout, la beauté de la chose, c'est que quand une voiture à hydrogène roule, parce qu'un jour, il y aura des voitures à hydrogène, vous verrez. Ça refait de l'eau qui ruisselle dans les caniveaux, qui ruisselle dans les stations d'épuration. La fameuse vapeur d'eau émise par les voitures à hydrogène. Ça fait des gouttes, en fait. Hein. Ouais. Quand vous conduisez une voiture, c'est des gouttes qui tombent à la fin. Ouais. Alors, sur le bitume, c'est pas très absorbant, mais sur l'asphalte. Ah oui, ça coule dans le caniveau. Ça ruisselle. Ouais. Bon.
Oui, Oui, c'est vrai. peut-être Alors, pour, par rapport à ces enjeux, est-ce que oui, vous pensez voilà. que c'est un sujet, notamment en France? Je voulais revenir sur l'eau et puis je reviendrai sur le maillage aussi parce que je pense Ouais. que c'est important, les compétences. Sur l'eau, pour chiffrer un peu les choses au niveau français, donc si on se donne l'ambition 2030, 1 million de tonnes d'hydrogène produits par an, c'est à peu près 20 millions de mètres cubes d'eau. En gros, ça représente 0,1% de la consommation, enfin des prélèvements C'est en le chiffre France. là, tout est 0,1%, Et 0,1% de l'investissement. 0,2% de la consommation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est déjà, je crois que c'est une quarantaine de pourcents, 50% de prélèvement, donc 40% de consommation pour l'énergie au total. Donc vous voyez que l'hydrogène, ça représente un tout petit sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet, parce qu'on sait qu'il y a moins d'eau, etc. Donc il faut Oui, il le commence à y prendre avoir en quand même compte. des stress Et hydriques. surtout, il faut avoir une approche territoriale. C'est-à-dire que à un moment donné, si on a des opportunités de prélever, on ne va pas aller prélever à des endroits où il n'y a pas d'eau. Et l'enjeu, il est aussi de produire de l'hydrogène et de le transporter et de le véhiculer à des endroits où on va le consommer. Et là, je pense qu'il y a un enjeu dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est toutes les infrastructures. Où là, on n'est pas sur une dimension régionale ou nationale, on est vraiment sur une dimension européenne. Et on parlait de l'Italie, on a l'Allemagne aussi, la France qui passe au milieu. Enfin, je veux dire, il y a des sujets en termes de maillage, de transport de l'hydrogène qui sont en réflexion aujourd'hui et qui seront un peu, à mon avis, le catalyseur qui va faire qu'entre la production et l'usage, ça va pouvoir à un moment fonctionner. Et donc là, il faut prendre un petit peu de hauteur et avoir une vision assez systémique, le plus systémique possible au niveau européen. Parce qu'on est quand même, je pense, à jouer collectif au niveau Europe sur ces sujets-là. Donc peut-être ça, c'est un point important. Puis le dernier, sur les compétences, Ouais. vous en avez parlé. Et là, c'est pas que sur l'hydrogène, c'est sur les sujets de Les sujets de la l'énergie et de transition l'industrie en écologique, général, ouais. puisqu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de décarboner, de passer aux énergies vertes, etc., mais tout en réindustrialisant, étant plus souverain, etc. Ça veut dire relancer des usines, avoir des moyens de produire. Et donc, il faut des compétences, il faut des ressources humaines. Il faut former les gens, être attractif aussi pour les jeunes, leur montrer qu'ils peuvent contribuer à la transition énergétique. Bah, ça, ils ne demandent pas mieux, j'ai l'impression, les jeunes. Non, Oui, mais en allant travailler dans l'industrie. Aujourd'hui, c'est pas incompatible. Et aujourd'hui, on n'aura pas de transition énergétique si on ne s'occupe pas de ces sujets-là. Donc c'est aussi une part de l'équation auquel il faut répondre. Et c'est pas la plus facile. C'est pas la plus facile parce que la concurrence est rude. Il y a un désamour des jeunes pour l'industrie. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pertes depuis des dizaines d'années, en particulier en France. Et aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Donc l'enjeu, un des enjeux va être là si on veut réussir. Mathieu, est-ce que vous avez l'impression que l'Europe joue collectif sur ce sujet de l'hydrogène et parce que là aussi, c'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf, là, le maillage. Est-ce qu'on attend de savoir exactement ce qu'on veut faire pour dessiner un maillage? Est-ce qu'on maille le territoire en fonction des opportunités de production, de là où sont les compétences? Enfin bon, c'est... Comment est-ce que vous voyez, puisque vous avez une vision européenne de par vos activités? L'Europe le joue collectif, oui et non, parce que on voit typiquement sur le plan français dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas du tout axé sur la mobilité, et le plan allemand, avec les Allemands qui n'ont pas attendu d'avoir le blanc-seing de l'Europe pour développer ces niveaux de subvention et cette stratégie. Donc non, il ne le joue pas collectif. Sur la partie réforme du prix de l'énergie, par exemple, la France va faire son truc dans son coin. Sur la réglementation de l'hydrogène bas carbone, la France va faire son truc dans son coin. Donc oui, il y a des programmes européens. En fait, c'est la France tout seul dans l'Europe. Il n'y a pas que la France, on parle beaucoup de la France parce qu'on est en France, mais il n'y a pas que la France qui est un peu séparatiste des fois. Mais carrément. On peut parler de l'Angleterre, par exemple. Est-ce qu'il faut on n'en est pas encore là. Donc en Europe, oui, il y a des gens. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a des cibles. Et Andrea les rappelait, 10 millions de tonnes produites en Europe et 10 millions de tonnes importées. Donc on a des mécanismes communs, une réglementation qui est commune. Ça prend beaucoup trop de temps parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Diminuer de 50% nos émissions de CO2 d'ici 2030, en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre 3 ans pour la définition de ce que c'est que l'hydrogène vert. On a attendu 3 ans juste pour une définition.
3 ans pour une définition. Mais qu'est-ce que ça a comme implication, en fait, de savoir ce que c'est que l'hydrogène vert? Ça a vraiment des grosses implications concrètement? C'est ceux qui vont être éligibles aux subventions c'est ça, européennes. Donc, il y a tout un lobby. Est-ce que l'hydrogène nucléaire va se qualifier? Est-ce qu'on va arriver à le repeindre en vert ou pas pour que ces gens qui font ça aient accès aux subventions? Donc, le trilogue qu'on a au niveau européen ralentit beaucoup. Et on a peur de l'IRA aux États-Unis. Oui. En fait, on était parti avant. On était parti largement avant. On avait toutes les technologies. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a quasiment aucun producteur d'électrolyseurs, quasiment aucun producteur de fuel cell, quasiment aucune production d'hydrogène vert. Et le nombre de projets européens qu'on avait sur ça, regardez au CEA, Séverine Joanneau et moi, on y travaillait avant. Vous avez 40% des brevets français qui étaient au CEA. C'était un gros pourvoyeur. Et en France, on a toujours eu un problème à passer des labos à l'industrialisation. C'est pas uniquement sur... Mais justement, là, il ne faudrait pas louper le coche. Ouais. On est en train d'essayer de rattraper le coup sur les batteries, c'est pas gagné. Sur l'hydrogène, je pense qu'on a... Les batteries avec les gigafactories, il y a aussi des gigafactories prévues pour les électrolyseurs. Oui, mais ça suffit pas de faire des gigafactories, il faut les alimenter. Enfin bref, il y a toute une chaîne à mettre en place et il y a encore du travail. Et sur les batteries, c'était pareil. Et sur les panneaux solaires, c'était pareil. Mais restons positifs, on va en fait, pourquoi nous, on se développe beaucoup en Europe? Parce que ça reste la région du monde qui a la meilleure stratégie en termes de transition énergétique. Personne n'a la taxe carbone, l'ETS, comme on a. Personne n'a comme stratégie de dire on ne veut pas concurrencer le fossile, on sait que le fossile va être de plus en plus rare, de plus en plus cher, de moins en moins accepté, donc on veut subventionner le vert, mais on n'essaye pas d'être compétitif avec le prix du gaz. On ne le sera jamais, le vert c'est plus cher. Alors que les États-Unis essayent de déverser des trilliards de subventions pour être compétitifs avec le gaz. Ouais. Mais ce n'est pas possible d'être compétitif, sinon on l'aurait déjà fait le vert. On l'aurait déjà fait, on serait tous basés sur le vert si c'était moins cher. Il y a des annonces quand même là, il y a eu quelques milliards d'annoncés pour le soutien à l'hydrogène vert par l'État français et puis l'Europe aussi. Donc il y a des sujets qui bougent. On a les programmes IPCEI qui arrivent, on a la mais ça reste tout petit. Expliquez ce que c'est brièvement les programmes IPCEI. D'intérêt commun, les programmes de je sais plus on a quelques filières d'excellence qu'on veut soutenir en Europe et la dernière qui est arrivée sur la table, c'est l'hydrogène vert. Et donc il y a des milliards de subventions qui sont déversées. On a aussi sur l'impulsion de la présidente de l'Europe, l'Hydrogen Bank avec les compléments de rémunération qui ont fait le développement éolien, qui ont fait le développement du solaire. C'est exactement les mêmes mécanismes qui sont copiés-collés aussi bien au niveau européen qu'au niveau anglais, qu'au niveau français, qu'au niveau allemand, qu'au niveau néerlandais. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Les compléments des rémunérations, les tarifs d'injection, peu importe comment on appelle ça. Donc tout ça, c'est en train d'arriver et on l'a et on va le faire en Europe. On aurait pu le faire plus rapidement, mais on a les meilleurs ingénieurs, on a la meilleure stratégie en termes de décarbonation. Le Fit for 55, il est hyper bien fait, il est financé. La taxe carbone va financer les subventions. On n'est pas en train de dire c'est un vœu pieux et je ne sais pas comment je le financer et je raterai mon objectif. On a un plan avec le renouvelable, l'hydrogène, les batteries, le financement, le biogaz, les smart grids, etc. Donc on a tout. Bon, tout va bien donc. On est champion. Faut le faire. Andrea. Plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, voilà, c'est ça. Let's do it, comme dirait l'autre. Did you get everything that was said just before? Okay, so mostly. What do you want to add? No, I would like just to add something that for sure hydrogen has been chosen by the European community because it's strategic since the technology in Europe is definitely more mature than in other part of the world. And so another chance that we have is also to export our technology. Okay, so when I mentioned before that there will be countries where hydrogen will be cheaper, but we can export our technology, we can export our people, we can operate a maintenance plant. So we have to think about hydrogen as a global commodity tomorrow. Okay, like we have gas or Brent or WTE today. Okay, we are not speaking. Yes, we can play also locally with interconnection between production and the use. Okay, in specific areas. Okay, where you can have this. We have a sun, we have a wind, and you have users that can use hydrogen. Okay, and if we speak about mobility, for sure, are the first project to come, because they need small quantities of hydrogen and quite well spread, but some dedicated. If we speak about railways,
you have dedicated refueling stations. So you have already the off-taker when you produce hydrogen. So no problem at all. We followed the second project in Europe related about a train powered by hydrogen. It's good. Also for ferries could be good. They have A to B, B to A, and you make 2 refueling stations, and that's all. But we need to think about the massive use of hydrogen that we will have in the future to decarbonize or to abate sectors, okay? We can do with the gas, with carbon capture, we can add some biomethane, but it's not enough just to cover all the gas consumption. Okay, so we have to play with all the cards because the mix of energy of the future will encompass all this solution differently considering the timeline. Okay. I would like to come back to the imports of green hydrogen from the Gulf countries. Because I understand well that this will also be a way for those countries to diversify their investment from oil and gas to something else and maybe capitalize on their competencies and their infrastructures to transport it. But it kind of reminds me of a project that was born maybe 10 to 15 years ago. It was more with Africa than Gulf countries. I think the name was MedGrid, and it just didn't work out. So why was that, and is there a risk that the same could happen with hydrogen, the importation? Do you see what I'm talking about? What do you think? Do you want to start? You've heard of MedGrid? Yeah. You spoke in English, so I follow perfectly. I don't know anyone. Yes, I just make a step ahead. Okay, today we are speaking about synthetic fuels. Okay, synthetic fuels means CO2 plus hydrogen. Okay, so we need to choose. Tomorrow we import hydrogen, we capture our CO2, and we do synthetic fuels here in Europe, maintaining occupation of a new biosynthetic refineries, let me say, or we export CO2 to those countries and they are making synthetic fuels. So this is the scenario of the future. And we have to think also, when you think about sustainability, also to the people that work in some industries. And so let me say that we need to play also with the cost, maintaining the occupational profile of our industries, not laying on different countries. Okay. Mathieu? I'll do that in French. Yeah? Not too quick. Not too quick. So I'll do that Please. in English then. You could export stuff that makes sense to produce abroad. Like in India, you could produce steel made from green hydrogen, and it's export the steel. You can transport the steel iron, so the iron, really far away from the production sites. You could produce that in Sweden and import that in Germany for Daimler, for example. No problem. But hydrogen is really tough to export. That's tough because it's really small molecule, light, etc. That's tough. So if we talk about France, for example. France now, the bill of oil was in 2019 45 billion euros. En 2019, on a payé 45 milliards d'importation de pétrole. And now we are at 72 billion. Maintenant, on est à 72 milliards. So it almost doubled. We had 30 billion of fluctuation. So the French people are paying 30 billion extra compared to what they paid before. So the fluctuation has a high price and a high cost for the population. So imagine now you're able to produce your own fuel and have a stable and given price. Whether it's more expensive or less expensive, you have a given price for the next 15 years and you know how much you're going to pay, how much your car is going to cost you. That's totally different game than the world we live in. So I think all the governments, given the targets we have, 10 million tons produced
internally and 10 million tons imported, will start with local production and be sovereign, être souverain en termes de production d'énergie. In terms of production, look at what the US did with fracked oil. Fracked oil is more expensive than what you have in the Middle East. I'll do that in French because that's technical. Comparé au gaz de schiste, où on extrait du pétrole du sol, où on a des coûts d'extraction qui sont à 50, 60, 80 dollars le baril, le Moyen-Orient, ils sont à 1 dollar ou 2 dollars de coûts d'extraction. Les États-Unis préfèrent payer 80 dollars le baril et être souverains sur leur propre pétrole que importer du Moyen-Orient. C'est normal, c'est stratégique. C'est pour ça qu'on a fait le nucléaire à la base. C'est pour l'indépendance énergétique. Et donc, avec l'hydrogène, on a une part de cette indépendance énergétique qui peut nous revenir avec des prix stables. Et OK, on était habitué à 1,30 € le litre de diesel ou d'essence. Mais si c'est 1,80 € de façon stable, garantie pendant les 15 prochaines années, on sera gagnant parce qu'on saura combien ça coûtera. OK. Alors, on a prévu un temps de questions-réponses. Séverine, vous vouliez ajouter quelque chose ? On a fait le tour, je ne suis pas sûre, c'est ambitieux, mais en tout cas des questions qu'on vient de poser. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous ? On a tellement bien fait le tour que personne n'a de questions à poser. Non ? Ah si, monsieur, on vous apporte un micro. Bonjour, Aurélien Louis, Société Ecom. Une petite question, on a parlé donc de l'usage de l'hydrogène dans l'industrie et de l'usage de l'hydrogène pour la mobilité. Il y a un troisième usage possible et je me demandais s'il y avait d'ores et déjà une vision de votre part sur la perspective que ça représentait en termes de volume, en termes d'intérêt et en termes de calendrier, qui est l'usage de l'hydrogène pour l'équilibrage du réseau électrique. Bon, on en a parlé un peu. J'en ai parlé tout à l'heure sur la flexibilité du réseau. D'accord, pardon. Et du coup, quelle est la perspective que vous voyez en termes de développement, à la fois en termes d'horizon et à la fois en termes de, je dirais, de volume ou d'intérêt de débouchés ? En fait, si on a un mix énergétique qui est très fortement renouvelable, et quasiment tous les pays, même la France, vont avoir un mix énergétique qui va être très renouvelable. Parce qu'admettons qu'on fasse les 8, 10, 12 paires de PR. 14, je crois. Ou 14 ou 16 que la France appelle de ses voeux. De toute façon, la part du nucléaire aura baissé à 50%, donc on sera à 50% en renouvelable. Donc que ce soit en France, en Allemagne ou au Danemark, on aura une forte pénétration du renouvelable avec une forte variété. Donc on pourra avoir des smart grids, on pourra avoir un peu de stockage batterie, on pourra avoir un peu d'effacement. Il faudra que les industriels et que vous et moi, on accepte de temps en temps d'avoir un petit coup de mou et qu'on se chauffe à la bougie, comme de temps en temps nos parents avaient des coupures. Les et que amiches, sur 1 ou 2%, au secours. 1 ou 2% du temps dans l'année, on s'efface parce que ça change tout pour les gestionnaires du réseau d'avoir 100% de dispo ou 98% de dispo. Ça change tout. Donc on aura un petit réchaud au méthanol qui nous servira pour nous chauffer les jours où on sera coupé. Mais on doit stocker. Et pour stocker, déjà, il faut stocker le moins possible. Donc il faut avoir le bon mix énergétique. Donc en France, on va avoir un peu de solaire et beaucoup d'éolien. C'est ça qui nous aiderait le plus parce que c'est le plus adapté par rapport à notre courbe de consommation. Il faut stocker le moins, mais aujourd'hui, les capacités de stockage du gaz sont pharaoniques. Aujourd'hui, le réseau de gaz stocke déjà, aujourd'hui, 130 TWh. 130 TWh dans les tuyaux et dans les cavernes. Pour information, EDF produit entre 400 et 500 TWh par an. Donc, vous voyez les capacités de stockage qu'on a avec le gaz. Donc, en fait, étant donné que le renouvelable, c'est l'énergie la moins chère, qui se développe le plus vite. Ça fait 5 ans qu'on investit plus dans le renouvelable que dans le pétrole. Cette année, pour la première fois, on va investir plus dans le monde dans le solaire que dans le pétrole. C'est 44 € le mégawattheure avec le renouvelable le plus cher, donc l'éolien offshore, et c'est 110 € avec des EPR. C'est la moins chère, c'est la plus rapide, c'est celle dans laquelle on investit le plus, c'est celle qui se développe le plus. Il va falloir qu'on la stocke un peu par les batteries et un peu par l'hydrogène. Moi, je crois que ce sera beaucoup par l'hydrogène. Il y a des beaux projets d'ailleurs qui sont en train d'être menés sur le stockage de l'hydrogène. On a des exemples, même dans la région, avec des belles cavités salines qui sont aujourd'hui en train d'être, en tout cas, expérimentées pour stocker de l'hydrogène à des grands volumes, quoi. C'est des choses qui sont en cours. Et on aura besoin pour la flexibilité du réseau. Est-ce qu'il y a monsieur, une autre question ? Alors, la jeune fille, elle court d'un endroit, d'un bout à l'autre de la salle. Un peu de coordination dans les questions, s'il vous plaît.
Oui, merci beaucoup. J'ai bien apprécié vos interventions. Moi, je suis du Québec et c'était très important. L'hydrogène était comme une solution miracle et soudainement, à un moment donné, ça a bloqué un peu les mêmes sujets dont vous avez parlé. Il y en a un dont vous n'avez pas parlé, qui est l'acceptabilité sociale. J'aimerais savoir comment ça va en France, parce que nous, produire de l'énergie, il fallait donc de l'électricité pour produire une autre énergie. Et ça, on disait, ça ne passera pas. Et on dit que ce n'est pas efficace aussi. Oui, mais moi, je ne suis pas ingénieur. rendement, Je ne suis pas ingénieur. Hein? Donc, on me dit que ce n'est pas aussi efficace qu'on le pense. Est-ce que vous pouvez aborder ça? L'acceptabilité sociale aussi. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que les gens y adhèrent ou non? Alors, j'en parlais du coup parce que oui. nous, on installe des unités de production. On en a 7 encore de construction. On a des projets au Québec aussi. Et à Hydro-Québec. À Montréal. Acheter une voiture. On a une bonne acceptabilité. Pourquoi? Le problème d'acceptabilité, et après je viendrai sur l'efficacité, le problème d'acceptabilité vient essentiellement du phénomène éolien. Et en fait, en France, on a une très mauvaise acceptabilité de l'éolien. Au Danemark, nous on est présent au Danemark, on a une très bonne acceptabilité de l'éolien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui ont des éoliennes chez eux payent moins cher l'électricité et peuvent investir dans l'éolienne et gagner de l'argent au-delà de ce qu'ils gagnent en investissant dans l'immobilier. Donc ça commence à être le cas aussi en France. Il y a de plus en plus de développeurs qui proposent des financements participatifs. Du financement, un peu de financement participatif, très peu de projets. Et par contre, vous ne payez pas votre facture d'électricité moins chère. En fait, comme cette énergie est moins chère que celle globalement qu'il y a dans le réseau, elle est à coût fixe, si vous rétrocédez un peu des inconvénients en termes d'avantages, donc un peu d'inconvénients, c'est-à-dire d'avoir l'éolienne chez soi, si tant est qu'on trouve ça moche, moi je trouve ça beau. Si on a un peu d'inconvénients, à proximité de chez soi, quoi. C'est ça. Si on a un peu les inconvénients, mais qu'on a beaucoup les avantages, les villages au Danemark se mettent en ordre de bataille pour attirer, parce que ça leur permet de payer des piscines, de payer moins cher. Donc le problème d'acceptabilité, il vient de la façon dont on a développé l'éolien en France, ce qui n'est pas le cas partout. En France, sur l'hydrogène, nous, on a installé notre première unité de production à côté des agriculteurs, à côté des ostréiculteurs, à côté d'un resto, avec des gens qui n'y connaissaient rien. Et en 2017, on parlait très peu d'hydrogène. Et en fait, quand on leur dit qu'ils vont avoir accès à cette énergie, qui est une énergie locale, qui crée de l'emploi localement, et on fait visiter le site, qui est une énergie d'avenir, et qui va transformer les pompistes, qui va transformer les bus, etc., là, il y a une très bonne acceptabilité. Et sur tous les permis qu'on a déposés, tous, et aujourd'hui on a une quinzaine de sites qui sont sécurisés, on a eu zéro recours. Zéro recours. Parce qu'en fait, c'est une logique locale et qu'il faut prendre les devants. Il ne faut pas cacher la copie, il faut y aller avant de déposer le permis de construire. Donc ça, c'est bon. Ensuite, la partie efficacité, c'est une question qu'on a beaucoup et qu'on a beaucoup à cause des batteries ou du fait des batteries. Parce que sur les batteries, quand vous regardez l'efficacité de la batterie, elle est excellente. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on va essayer d'abattre, c'est le gaz et le pétrole. 2 tiers de notre énergie, c'est du gaz et du pétrole. 1 tiers, c'est l'électricité. On parle beaucoup d'électricité et de centrales nucléaires. En fait, il faut arrêter de parler des centrales nucléaires. On s'en fout. Le vrai problème, c'est le gaz et le pétrole. C'est ça qui est dur. C'est 2 tiers de notre énergie et c'est très, très émissif de CO2. Et c'est ça qui nous tue. Quand on regarde l'efficacité d'un moteur, une voiture en ville, c'est 15% d'efficacité. Sur la 4 voies à 80, quand on se traîne les fesses, c'est 25% d'efficacité. Une pile à combustible, corrige-moi si je me trompe, c'est entre 50 et 60% d'efficacité. Un électrolyseur, chez nous, tout compris, c'est 70 à 80% d'efficacité. Une centrale nucléaire, puisqu'on parle de centrale nucléaire, c'est 33% d'efficacité. C'est avant tout une machine à réchauffer l'atmosphère, les océans et les rivières. On a dit qu'on n'en parlait pas. Et un peu à faire... Non, mais comme on parle d'efficacité, voilà les... Oui, quelques ordres de grandeur. Ouais. Donc c'est beaucoup plus efficace qu'une centrale nucléaire et c'est beaucoup plus efficace qu'un moteur thermique. Andrea, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? You didn't. Yes, it was asking a question about acceptability by people of hydrogen, and I'm not sure it's only a matter of wind energy. I think there are some people fear that it could, be on fire and stuff like that, and leaks of hydrogen. Yes, I remember when we start with LNG, we face the same problem. Okay, so yes, it was taking natural gas on fire as well. It's a recurring situation. There is something new. It's something that scares people. This is why
before I spoke about the culture of hydrogen, just starting educating people, educating all the stakeholders. Also sometimes the authorities that have to give you permits are not aware about hydrogen, okay? For example, hydrogen in the railway sector is a newcomer. They were used to electrify trains or diesel trains that are, let me say, quite common for a long period. Now you introduce hydrogen and they have to be skilled for hydrogen. So you need training, you need certification of competence in order to be sure that the people that will operate and maintenance the plants are able to do that, okay? But generally speaking, I don't think that the fear is so wide as for some other kind of energy, okay, as we have in Italy for nuclear, for example, just to mention one. But you can demonstrate that in refineries, hydrogen is from the very beginning, there is no major accident that is related to hydrogen in refineries. Ok, merci. Séverine, si vous voulez ajouter quelque chose, c'est maintenant, parce qu'on est atteint le... Non, je pense que c'est Cette fois-ci, bon. on a fait le tour. Non, mais je pense que c'est bon. Enfin, je dirais juste qu'il faut vraiment combiner les énergies. Oui, c'est l'enjeu, c'est ça. bouquet, et aujourd'hui, aller vers les ENR, de toute façon, on a besoin d'augmenter la part d'ENR dans le mix. Aujourd'hui, c'est crucial pour notre modèle économique, pour notre façon de fonctionner. Après, voilà, on a aussi notre part de responsabilité dans le moins consommé. Je pense que ça, c'est aussi un sujet. La sobriété. Voilà. On pourrait faire toute une table ronde, même plusieurs, Voilà, sur ça pourrait être sujet. l'objet d'une autre table ronde. Eh bien, il me reste à vous remercier tous les trois pour la qualité de vos interventions et vous remercier tous pour votre intérêt pour le sujet et la qualité de vos questions. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je crois qu'il va y avoir dans cette même espace une conférence de Camille Etienne qui va bientôt commencer. Voilà. Merci.